Bienvenue pour cette seconde masterclass, parce que j'en ai fait une ce matin. Entrepreneur, comment créer et développer un réseau pour booster son business. Ça vous parle tout ça? Est-ce que parmi vous, vous êtes déjà en activité, en phase de démarrage? Qui est déjà en activité? Ah, ceux qui préparent un projet qui est bientôt ficelé et bientôt lancé, c'est qui? Les porteurs de projet. Ok. Ceux qui ont une idée, ça les gratouille, ça les chatouille. J'y vais pas, peut-être bien que, qui questionnent leur désir d'entreprendre. Et les autres, des curieux. C'est ça, très bien. Donc on va parler réseau. Et je vais vous raconter surtout mon histoire avec le réseau de networking. J'ai fait un stage à la Chambre de commerce il y a maintenant 24 ans. Et j'ai découvert un super réseau dédié aux petites entreprises, TPE-PME, qui faisaient de l'export. Et c'était un cercle d'exportateurs, comme ça qu'il s'appelait. Et j'ai découvert ça et j'ai trouvé ça génial. C'est-à-dire que c'était des petites structures, vraiment à taille humaine, de moins de 10 personnes, et qui avaient vocation à exporter leurs produits aux quatre coins du monde, mais petite structure. Donc quand ils avaient un copain du réseau qui partait faire la foire de Dubaï, est-ce que tu peux prendre quelques-unes de mes plaquettes, s'il te plaît, parce que moi, celle-ci, je ne peux pas la faire. Donc vraiment qu'ils s'entraidaient. Et je trouvais ça génial. Donc j'ai observé ça et j'ai eu la chance de co-animer ce réseau avec ma directrice à l'époque. Et ensuite, pour rentrer en stage sur 6 mois, j'y suis resté 15 ans de plus. Et donc j'ai rejoint le service création entreprise, puisque c'est mon bébé, c'est mon ADN, d'accompagner les entrepreneurs, c'est ce que je fais depuis 24 ans. Et donc quand je rencontrais M. Dupont le matin et M. Martin l'après-midi, je dis mais Dupont et Martin, il faut qu'ils se parlent, quoi. C'est évident. Et ben non, c'était pas évident pour tout le monde. Vous allez comprendre un peu tout le cheminement après. Revenons à cette notion de réseau. Et pour moi, il faut commencer par la démarche réseau, parce qu'on a l'impression que, là, je vais peut-être enfoncer parfois certaines portes ouvertes, et parfois, on va fabriquer la porte avant de l'enfoncer. C'est un peu le deal. Donc, on va revenir, pour moi, je vais prendre ma casquette de prof, parce qu'entre-temps, je suis devenu prof. En vérité, j'ai toujours été, à peine diplômé. Donc, on fait les deux. On mélange l'entrepreneuriat côté enseignement et côté accompagnement. On va revenir à l'étymologie. Oui, on va revenir à la source. C'est important. Quand on a besoin de définir, on revient à la source, à la genèse. Donc du latin communis, communauté, lui-même issu de cum, avec, ensemble de murus, charge, dette, charge partagée, obligation mutuelle. C'est très important ce que je vous dis là, parce qu'on fera le lien avec l'une des dernières slides. On se sent obligé parfois de faire un retour d'ascenseur quand on réseaute. Vous voyez, c'est inconscient. Donc la communauté est le caractère de ce qui est commun à plusieurs personnes ou choses. Et Aristote disait même que l'homme est un animal politique, sur le sens social du terme. C'est ça qui est intéressant. Et nous sommes globalement l'addition de nos rencontres, de nos histoires. Vous allez voir. Au sens général, une communauté désigne un groupe social constitué de personnes partageant les mêmes caractéristiques, le même mode de vie, la même culture, la même langue. C'est important ce que je dis à la notion de communauté, faire sens commun. Les mêmes intérêts. Donc, on interagit dans un sentiment commun d'appartenance à ce groupe. Il faut qu'il y ait cette identité d'appartenance. Et dans certains clubs et réseaux, parce qu'on va beaucoup parler des clubs et réseaux à la fin du propos, et ben, certains clubs et réseaux, on ne sent pas cette identité, comme une identité d'entreprise, en termes de culture d'entreprise, où là, c'est culture réseau. Et d'autres, au contraire, sont assez puissants, et c'est ce qui fait qu'ils perdurent, puisque certains clubs et réseaux sont presque centenaires aujourd'hui. Donc, une communauté intentionnelle, un groupe de personnes qui décident de vivre ensemble en respectant les mêmes règles. Parce que parfois, les règles sont tacites. Et parfois, elles sont assez dictées et très fortes et pesantes aussi sur le groupe. Donc, à titre indicatif, je vous ai mis là une petite photo d'une communauté Amish. D'accord? C'est très réglementé, c'est très codifié. Et vous verrez que ce genre de communauté, très enclavée, d'accord, avec des liens très forts. Parce qu'on va parler des liens forts, des liens faibles. Très important. Et les communautés Amish, tout le monde se connaît. Mais au-delà de 150, sur la dimension cognitive, on ne peut plus se souvenir de qui est qui, ou les liens d'un point de vue, entre guillemets, affectif, émotionnel, qu'on peut construire avec chacun et chacune. Donc, il recrée une deuxième communauté. Ce chiffre de 150 est clé. Jusque-là, tout va bien? Des questions? Vous avez le droit de poser des questions. Et j'ai le droit de ne pas y répondre. Je te dis, hein, roue libre. Donc, parce qu'on va parler de communautés formelles et informelles. Certaines communautés
entre guillemets, sont structurés, c'est un club, on le rejoint, il y a un règlement, une charte éthique, déontologique, etc., très codifiée. Puis d'autres, ce sont plutôt des réseaux informels qu'on a tendance parfois un peu à oublier. Un peu comme le marché caché de l'emploi. Donc, plusieurs éléments à aborder avec vous. La notion de lien faible et de lien fort. Quelqu'un a déjà entendu parler de ça? Lien fort, lien faible, qui a déjà entendu? Okay. Discret, on lève gentiment la main, mais pas trop haut. Il ne faudrait pas non plus qu'il se pose une question. On va aborder également le phénomène du petit monde. J'adore cet élément-là. Puis en plus, je vous ai trouvé une petite vidéo pour l'illustrer. Sur le principe, tout le monde connaît tout le monde. Voilà, il y a quatre coins du monde. On arrive à trouver des relations communes. Et le pouvoir d'influence des parties prenantes. Donc ça aussi, c'est une petite cartographie pour expliquer un peu la notion structurante et l'intérêt des liens forts au regard des liens faibles et inversement. Et vous aurez un petit exercice interactif. Vous sortirez vos téléphones pour pouvoir jouer, parce qu'on va tester papier stylo. Mais aujourd'hui, c'est has-been de dire papier stylo. Donc, avec vos téléphones, vous prendrez quelques petites notes parce que vous allez faire un petit exercice. Ça vous va? On continue. Donc, capital social, les relations de compte. La notion de capital social, on a tendance à l'oublier, c'est vraiment une terminologie de sociologie, Pierre Bourdieu. Et donc, on a tous et toutes un capital social différent, plus ou moins riche, au regard de nos histoires et du nombre de personnes qu'on a pu côtoyer dans nos vies. Donc, encore une fois, nous sommes l'addition et la richesse de ces rencontres. Mais on a tendance à l'oublier. Et donc, il faut aussi pouvoir identifier dans vos réseaux les gens qui ont cette richesse à vous offrir. Et inversement, on a tendance à sous-estimer ce qu'on peut apporter aux autres. On a l'impression que si on va dans un réseau, on va pour consommer. Généralement, si vous allez pour consommer, vous êtes trompé de démarche. D'où la nécessité d'insister sur cette démarche au réseau. Jusque-là, tout va bien? Donc, le capital social, on a un capital territorial parce qu'on connaît très bien un territoire et l'ensemble des acteurs qui le composent, son histoire, etc. Tout ça, ce sont des éléments de connaissance, de culture, entre guillemets, qui nous apportent de la valeur, qui font que nous sommes un être singulier. D'accord? Parce qu'encore une fois, communauté, ce n'est pas s'effacer. D'accord? Certaines communautés, indirectement, on arrive et on s'adapte aux règles formelles et informelles. Des tests ont été faits dans une salle. Milgram a fait des tests comme ça et d'autres, où vous pouvez, entre guillemets, dicter un peu le comportement des gens en termes d'influence. Une jeune femme était dans une salle d'attente, 12 autres personnes étaient là, à chaque sonnette, ils se levaient. Donc, par souci d'appartenance, elle a fini par se lever. D'accord? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ceux qui jouaient le jeu sont sortis, de vrais patients sont arrivés, à chaque sonnette, elle se levait, par mimétisme, etc., parce qu'elle avait ancré comme réflexe, inconscient presque, d'accord? Pour elle, c'était ce qu'il fallait faire, c'était le comportement à avoir, d'accord? Et donc, les autres ont fini par la suivre. C'est incroyable comment, encore une fois, son comportement peut être dicté par le groupe. C'est important ce que je vous dis là parce que la notion de communauté, c'est cette notion de groupe. Alors, je ne parle pas des communautés, des sectes, etc. Au contraire, on cherche vraiment à effacer votre identité, vos aspérités, etc. Donc, on pourrait parler pendant des heures sur le capital social, Pierre Bourdieu, etc. Ce qui est important, c'est celui-ci. J'adore cette slide. Ça commence à dater, mais ce n'est pas grave. C'est que vous avez toutes et tous un réseau naturel que vous pouvez mobiliser aisément. Selon vous, de quel nombre de personnes? 150. N'oubliez pas la communauté Amish de tout à l'heure. Vous avez toutes et tous, peut-être pas quand on a 18 ans, mais malgré tout, même à 18 ans, on fait du sport, on a ses copains du sport, on a ses entraîneurs, etc. Les anciens stages, les petits boulots qu'on a pu faire. Voilà, on a l'impression qu'on connaît personne. Papa, maman cherche un stage, je connais personne. Votre fils ou votre fille, pour son stage de 3e, qui dit « je connais pas grand monde », c'est vrai. Dans le monde du travail, c'est un nouveau monde qu'elle ne connaît pas, qu'il ne connaît pas. Ils ont besoin d'être guidés par les parents, les adultes, parce que c'est un monde adulte dans le monde du travail. Mais, entre guillemets, votre même enfant arrivé en master, qui dit « je ne connais pas », si, regarde, tu as fait plein de choses. D'accord? Dans ton club, tu as des gens que tu peux mobiliser. Je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un. Premier cercle, deuxième cercle, troisième cercle.
D'accord? Donc, vous avez les vraies personnes de confiance à qui on confie sa vie. Vous savez, le genre de personne qu'on appelle à 2 h du matin qui dit « bouge pas, j'arrive ». Okay, les vrais amis. Hein, ceux qui disent « j'ai plein d'amis ». Moi, j'ai 8500 personnes sur LinkedIn. Demain, je déménage. À mon avis, il n'y a pas grand monde qui vient. Hein. D'accord? Non, mais important. Parce que les gens confondent tout. Contact, amis, camarades, connaissances, etc., etc. Donc, vraiment, les gens capables de sortir d'une situation très difficile, 3-4 personnes. Vrai. Confiance, à qui on dit tout. Vraiment la garde rapprochée. Ensuite, 30-40 personnes avec qui on a un échange très régulier. D'accord? Des groupes d'amis, cercles d'amis, collègues. Et encore, collègues, il y a des gens avec qui on va boire un verre après. Il y a des gens qui, ben non, pas disponibles. D'accord? Et ainsi de suite. Donc, plus on s'éloigne, plus la relation sociale est un peu plus distante. D'accord? Elle est limitée. On connaît le nom, etc. Donc, on va être sur LinkedIn, n'importe quel autre réseau social digitalisé. C'est juste la modélisation de ça, en vérité. Ils n'ont rien inventé. Okay? C'est juste la modélisation de ça. Je vous présenterai même tout à l'heure des sociogrammes, vous allez voir. C'est-à-dire ce qu'on cache derrière la dimension réseau social, le fait de le cartographier. L'un de mes collègues fait ça très bien avec un outil digitalisé. Je vais vous montrer ce que ça donne. C'est impressionnant. Donc, les liens forts, c'est facile. C'est des gens avec qui on est en confiance, c'est des gens qu'on côtoie régulièrement, etc. C'est notre cercle, c'est voilà, nos contacts réguliers. Très bien. Zone de confort. Lien faible, regardez le potentiel. 30, 40, plus les 3 cas de confiance, une bonne trentaine de personnes. Mais jusqu'à quasiment 1700 personnes qu'on n'exploite pas, qu'on ne mobilise pas, qu'on ne sait pas mobiliser. D'accord? Mais qui demandent un travail pour aller les chercher, les mobiliser. Qu'on ne veut pas forcément faire. Donc, on va se poser la question de la dimension de fréquence de contact, etc., les éléments de réciprocité dans les échanges, d'accord, le fait de rendre service, etc. Là, vous avez un petit tableau qui va vous expliquer l'intérêt des liens forts versus liens faibles et les impacts. D'accord? C'est important de poser les choses. Lien fort, fonction de protection et de validation. On a besoin de valider une idée, un choix professionnel. Chercher à faire une reconversion professionnelle, qu'est-ce que t'en penses, Jean-Jacques? Jean-Jacques, il nous connaît bien, etc. Il sait comment on fonctionne. Il sait si c'est fait pour nous. Globalement, il va nous rassurer, hein, parce que la réponse, elle n'est pas loin. Ça, c'est important. Donc, présence et disponibilité. Source de partage et de consensus, bah oui, on n'a pas envie de se fâcher avec nos amis. D'accord? Donc, on est sur une sorte de consensus mou, inconscient. Parce que on va rechercher de l'appartenance et de la sécurité, etc. Et à bout d'un moment, limitation des ressources et des informations, puisque ça tourne en cercle, en boucle. D'accord? Il n'y a pas de nouveauté. Même Didier, excusez-moi l'expression, il nous saoule avec ses blagues, c'est tout le temps les mêmes. Bah ouais, c'est pas Didier qui va renouveler ses blagues. Renouveler le comique. Lien faible, là on a des perspectives nouvelles. Donc on ouvre de nouvelles voies. On peut essayer de nouvelles identités, etc., même d'autres postures. D'accord? Parce que dans le groupe où je suis, on ne me prend pas au sérieux. Parce qu'on est ensemble depuis la fac, etc. Ils me connaissent depuis 20 ans. Pour eux, je suis un peu le rigolo de service. J'ai beau vouloir faire un truc sérieux, à chaque fois, ils me collent l'étiquette du rigolo. Bah ouais, j'animais le BDE à l'époque, donc imaginez aujourd'hui faire le gars sérieux. Non, ils m'ont déjà collé une étiquette en vérité. J'ai un rôle dans le groupe. J'ai un rôle dans ce groupe social en vérité. Je suis l'organisateur, l'autre c'est le fanfaron. Chacun a un rôle, entre guillemets, de manière un peu normée, etc. Ça, encore une fois, c'est inconscient. Et ça convient à tout le monde en vérité. D'accord? Mais ça, tout ça, c'est tacite. Hein. Ce sont des règles tacites dans un groupe. Et sans appréhension. Le fait d'aller pitcher une idée à quelqu'un que vous ne connaissez pas forcément, bah vous y allez sans... Parce que vous n'avez pas la peur du jugement. On a peur d'être jugé de celui, entre guillemets, avec qui on a un lien affectif, un lien émotionnel. Mais la personne qui dit, ton projet, bof, il est en train de juger le projet. Alors que quand c'est Jean-Jacques qui dit, ton projet, il est bof, non mais je suis sûr qu'il s'adresse à moi, quoi. Il s'adresse à mes compétences, à mes qualités. Il m'attaque moi en tant qu'individu. Non, il est en train d'attaquer le projet. Il n'attaque pas le porteur de projet. Il faut faire cette distance, encore une fois. Mais avec les amis, on n'a pas cette distance parce que tout est mêlé. L'émotionnel est mêlé au relationnel, etc. Au professionnel, tout est mêlé. C'est pour ça qu'on dit ne pas mélanger ça et ça au travail. Différenciation, hétérogénéité, puisque, encore une fois, dans le groupe social, lien fort, c'est homogène. Là, c'est beaucoup plus disparate, plus éparse,
plus hétérogène, plus de différenciation. Des gens qui diffèrent de nous enrichissent. Très important aussi. Saint-Exupéry. Donc, c'est une source de découverte et d'apprentissage. On a quelqu'un qui va nous parler de l'IA. En face de moi, j'ai que des fiscalistes, j'ai que des juristes, okay, ou des gens dans l'assurance. Enfin, l'assurance et le risque. Donc, moi qui veux prendre un risque en entreprenant, je ne pense pas qu'ils vont valider la démarche. Vous voyez? Parce que, encore une fois, eux-mêmes sont très... Ah, mais tu as fait tes statuts, hein? Tu as fait tes statuts? Première question que se pose un porteur de projet, c'est la forme juridique. Merci les avocats. Bah oui, on fait tellement peur, on dit qu'il faut tout verrouiller. On vous dit de travailler la boîte, c'est-à-dire le contenant avant même d'avoir commencé, enfin le contenant avant même de travailler le contenu. D'accord? C'est dis-moi d'abord quel est ton projet, je te dirai quelle boîte, entre guillemets, emballage légal, le véhicule juridique qui est le plus adapté. D'accord? On a l'impression, première question, les porteurs de projet posent quand ils vont dans une CCI ou n'importe quelle structure d'accompagnement. Première question, hein, ils sont porteurs d'idées, hein, c'est la forme juridique qui me conviendrait le plus. Ils ont besoin d'être rassurés là-dedans. Donc voilà un petit peu l'intérêt d'aller en dehors de ces cercles et d'aller chercher de la nouveauté. D'accord? Pareil, le fait de s'associer, on va chercher des compétences, des gens avec qui on va s'entendre sur le plan professionnel sans forcément chercher à en faire des amis avec qui on partir en week-end. Si on a la chance de pouvoir monter une boîte avec un ami historique et une amie historique, tant mieux. Mais sinon, on est là pour le boulot, quoi. Des questions là-dessus? Vous avez pris conscience de ça ou... Oui, non? Très bien. Donc, il faut aller chercher constamment du lien faible. D'accord? Du lien faible pour aller chercher de la nouveauté, de nouvelles perspectives, de la compétence, regard critique, une autre façon de faire, etc. etc. Ça, c'est une nécessité. Et encore une fois, dans nos démarches entrepreneuriales et nos démarches au réseau, on est dans cette zone de confort, toujours avec le lien fort. Et vous verrez ensuite cette petite image tout à l'heure qu'on va retravailler. Donc, c'est votre capacité à aller chercher des liens faibles et surtout à les interconnecter. Ça, on oublie, d'accord? On n'a pas cette notion, je dirais, d'interconnexion avec cette notion de lien faible. Lui connaît aussi un cercle de personnes que je ne connais pas. C'est un intermédiaire qui m'ouvre une porte sur un univers que je ne connais pas, d'accord? Sur le monde de l'artistique. Lui, il a son réseau naturel dans le monde artistique. Moi, mon réseau, c'est plutôt des experts comptables, les métiers du chiffre, etc. Elle, c'est le marketing. Chacun vous ouvre une porte, d'accord? Et là, on voyage dans d'autres mondes. Bienvenue dans le monde de Narnia. J'avais promis à ma fille de le placer. Là, je vous présente une petite vidéo, ça veut bien se lancer, sur le phénomène du petit monde. Qui en a déjà entendu parler? Ah, qui indirectement a donné la théorie des 6 degrés de séparation. Vous connaissez? Selon laquelle on serait interconnecté à 6 degrés de séparation. Mais ça a évolué. On va être maintenant, on est à 4,2, voire même moins de 4, techniquement avec les outils digitaux. Donc c'est dire, moi, Emmanuel Macron, en théorie, je suis à 2. Okay? Barack Obama, il faudrait que je regarde, mais à mon avis, je suis un peu plus que 2. Donc c'est dire comment je peux toucher un tel. Pour les plus âgés, et ce n'est pas du tout une critique, c'est ma catégorie d'âge, les quadras, qui a connu Viadeo? Ah, force à vous. Feu Viadeo. Et Feu Viadeo, quand on cliquait à l'époque, quand on était intéressé par un DG, un DRH, un directeur qualité dans un grand groupe, on dit, ben, tiens, lui, j'aimerais rentrer en contact avec cette personne. On cliquait et on voyait les degrés de séparation. C'était extraordinaire, c'était schématique, c'était très bien fait. Et on voyait que, bah, je connais Jean-Jacques, le fameux Jean-Jacques de tout à l'heure. Je passe pas par Didier, parce que Didier, c'est un comique. Donc Jean-Jacques, qui lui connaît un tel, et le 4e connaît ce DRH. Donc je vais demander, par effet ricochet, à l'un et à l'autre, de me remonter la file jusqu'à mon interlocuteur. Donc ça, Viadeo le faisait, enfin l'immatérialisait très bien visuellement. Donc, on voyait le degré de séparation. Là, on ne voit pas. Vous le voyez sur LinkedIn avec premier réseau, 2e, 3e. D'accord? Ça, on le voit. Mais le fait de dire par quelle porte passer, qui serait ma porte d'entrée pour pouvoir atteindre telle personne par rapport à un objectif? Feu Viadeo, qui était français, un réseau social français. Et si vous connaissiez Shakira grâce à votre tante? Et si Elon Musk était un ami éloigné de votre sœur? Impossible? Pas tant que ça. C'est la théorie du petit monde.
qui nous explique que grâce à notre réseau, nous sommes tous en moyenne à 5 cercles de connaissances de n'importe qui. Je peux la remettre? Prenez Technique. Madame Bernard. Elle cherche à rencontrer Donald Trump. Pour commencer, elle cherche dans ses contacts quelqu'un habitant aux États-Unis. Cette personne elle-même va alors chercher quelqu'un travaillant à la Maison-Blanche. Chaque personne a entre 500 et 2500 connaissances. Madame Bernard a donc réussi à rencontrer Trump par le biais de 5 cercles de connaissances. Et vous, quelle célébrité connaissez-vous? C'est gentillet. Donc ça a démarré dans les années 29 par un chercheur hongrois, Karinti, et ça a été ensuite remodélisé par Stanley Milgram, où pour pouvoir tester, il est parti sur l'envoi de lettres de la côte ouest à la côte est américaine et voir le nombre de personnes qui allaient servir d'intermédiaire pour pouvoir transmettre le pli jusqu'à la destinatrice. Donc en moyenne, ils ont regardé, c'était à peu près 6 personnes. Mais ça, c'est ce qu'on ne dit pas dans la théorie, c'est que les 2 tiers des courriers ne sont jamais arrivés. Mais quand ils sont arrivés, il fallait en moyenne 5 à 6 personnes. C'était 5 et quelques, ils ont arrondi à 6 et ça a donné les 6 degrés de séparation. Voilà. Vous connaissiez, non? Donc, ça vous rassure en ma tête de dire, potentiellement, la grosse commande n'est pas loin. Là, je vais vous faire un petit exercice, si vous voulez. Hein. Vous n'avez pas le choix. Donc là, ça tombe bien, mais il y aura une petite musique, c'est tout. Tout le reste, c'est du textuel. D'accord? Je vais faire des arrêts sur image. Je vais vous présenter des mises en situation. D'accord? Pour info, j'ai animé des réseaux, puisqu'après avoir, bien sûr, co-animé en tant que stagiaire ce premier réseau dédié à l'export, à l'international. Un an après, je rejoins le service création qui est devenu mon dada à accompagner les entrepreneurs. Et donc, je disais, il faut faire un club pour joindre Dupont et Martin. On m'a dit, on va attendre un petit peu. Donc, j'ai cherché, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Vraiment, hein. J'avais un petit questionnaire pour tous mes clients que j'accompagnais en tant que conseil. Je leur dis, si demain, je crée un club, est-ce que vous voulez en être? Voilà mon offre de service. Donc, comme ça, j'avais des intentions. Je suis reparti voir ma direction 6 mois plus tard. Je dis, voilà, je voudrais lancer le club. Voilà toutes les demandes. Si demain, je démarre, j'ai déjà un vivier. J'ai déjà validé mon étude de marché, mon étude d'intention et d'opportunité. Voilà les listes. Ils ne demandent que ça. Donc là, j'ai animé ensuite pas mal d'événements et surtout, j'ai commencé à me questionner sur le networking. Ça paraît évident aujourd'hui. L'espace Biconnexion qui est en bas, ce sont mes étudiants et c'est moi qui ai, entre guillemets, créé cette animation il y a maintenant 20 ans. Donc, je me suis posé la question, comment les gens réseautent? D'accord? Et au bout d'un moment, les membres étaient, les adhérents étaient membres depuis quelques semaines, quelques mois. Ils arrivent, ils se font la bise, etc., etc. Et comme c'était un renouvellement permanent, parce que j'avais des nouveaux clients en tant que porteur de projet à la CCI de Paris-Val-de-Marne, à l'époque où j'ai fait mes classes, et je leur disais, bah, venez la prochaine fois au club. Ok, ils viennent. Mais ils viennent, ils disent, mais tout le monde se connaît, moi je connais personne. Donc ils se mettaient en retrait, ils observaient. Et puis les autres, maintenant ils commencent à être à l'aise, etc. Ils se font la bise, ils ne calculent pas les nouveaux. Nouveaux qu'eux-mêmes étaient il y a quelques semaines. D'accord? Plus d'empathie, plus rien. Hein. Donc là, je vais vous présenter quelques mises en situation et voir comment vous auriez réagi. Il y aura à chaque fois 4 pistes. Et là, on va partir, vous allez voir des travaux de Jung sur les traits personnalités. Pour ceux qui ont fait du MBTI, etc., du Colors ou d'autres outils sur l'analyse comportementale. Donc, on est parti du principe avec l'une de mes amies chercheuses à l'ESCP que notre personnalité, notre façon en tout cas d'aborder nos relations sociales, influait sur notre façon de networker, de réseauter. D'accord? Donc, vous allez faire un petit exercice et après, on dévoilera. Vous êtes prêts? Je ferai des arrêts sur image pour pouvoir vous laisser le temps de remplir. Mieux se connaître pour réseauter avec efficacité. Hippocrate et Jung ont identifié 4 types de personnalités déclinés en 4 couleurs. Et donc, on peut différer. Hein. On n'est pas qu'une seule couleur. Nous sommes une alternance de ces couleurs-là. En identifiant votre couleur dominante, vous pourrez mieux vous comprendre et aussi comprendre le comportement des autres. 3 situations, 4 choix à chaque fois. C'est bon, tout le monde a préparé son téléphone pour prendre des notes? Ok?
C'est genre les petits tests qu'on fait à la plage dans le magazine Psycho, hein. Ça va aller vite. Ah, on va revenir, je suis désolé, je suis parti trop vite, on va la remettre. Quand on bosse pas avec son matériel, on s'adapte. Bon, c'est pas grave, je touche plus à rien, ce sera plus simple. Donc, 4 situations très claires. Et la première, c'est que vous arrivez à un événement network et vous ne connaissez personne. OK? 4 situations et voir comment vous allez vous comporter. Inscrit avant le networking, vous avez récupéré votre badge à l'accueil, vous entrez, 200 personnes, vous connaissez personne, comment vous allez réseauter? Que faites-vous? Intimidé, hop, on trouve un visage familier pour entrer dans l'arène. Confiant, stratégie, approcher un groupe de personnes, hop, on vient prendre le temps d'écouter et on intègre petit à petit le groupe. On n'est pas là pour perdre du temps, direction le buffet, on va vous proposer à boire la première personne qu'on croise et on discute. Direct. Serein, vous identifiez, on va les remettre. Voilà, vous avez les 4 situations. On va résumer ici. Donc étoile, carré, rond, triangle. Deuxième, durant la soirée, l'un de vos interlocuteurs, en confiance avec vous, vous parle de ses difficultés entrepreneurs. Perte de clients, problèmes, trésorerie, etc. Donc qu'est-ce qu'on fait? Rond, sensible à sa détresse. Et donc on discute avec lui sur déjà ce qu'il a réalisé comme projet. Et là on essaie de trouver une solution dans son smartphone, un contact. Et là on essaie de lui faire prendre de la hauteur. Et là vous avez en synthèse les 4 situations. Lendemain, vous replongez dans les cartes de visite collectées la veille. Comment allez-vous procéder? La boîte à chaussures. On les prend en main, hop, sur LinkedIn, on les ajoute. On prend le soin de les classifier. Et on se pose la question à quand les recontacter. On marche au feeling. On relance au coup de cœur. Je dis, hein, c'est Tinder. Pardon. Donc on a apprécié la soirée, donc on cherche plutôt à faire des connexions à ce moment-là. Pas uniquement pour nous, mais on regarde comment on peut connecter les gens. Petite synthèse. Donc là, on va identifier la couleur dominante. Donc si vous avez beaucoup d'étoiles, c'est du bleu, le rond, c'est le jaune, etc. Et voilà. Donc on va revenir dessus de toute façon. En fonction de votre profil, rouge, bleu, vert, jaune, introverti, extraverti, etc. Au niveau relationnel, réfléchi, plutôt impulsif, dynamique, etc. Ne vous inquiétez pas, tout ça sera en replay sur Internet, sur le site Bpifrance Création. Et vous aurez le temps de refaire l'exercice à la maison, de vous replonger dedans. Je vous les remets les styles. D'accord? Le rouge, concentré, direct, énergique, exigeant, orienté, action. D'accord? Le jaune, c'est l'empathique. D'accord? Il est en difficulté, je prends le temps de l'écouter, etc. Je suis en empathie, vraiment. Sensible, informel, patiente, facile à vivre. Dans un groupe, c'est important d'avoir du jaune, hein. C'est eux qui vont créer le lien dans une dynamique de groupe. Là, le côté vert, expressif, optimiste, sociable, enthousiaste, la dimension coopérative. D'accord? Le bleu, c'est le cartésien, c'est la structure. Voilà, ça, il nous faut. C'est la partie financière. On va caricaturer. OK? Donc, on va être en fonction des profils qu'on a, on ne résout pas de la même manière. D'accord? Donc, c'est à vous d'apprendre aussi à vous connaître et aussi apprendre à cerner les interlocuteurs que vous avez en face de vous.
la façon dont ils viennent vous aborder, etc. D'accord? Ça en dit beaucoup. Ça, c'est mon sociogramme. Ça fait trop ethnocentré, je sais, mais c'est comme ça. Ça, c'est mon collègue qui me l'a fait il y a quelques années de ça, déjà, ça remonte à 4-5 ans. Et il utilisait à l'époque une API ouverte sur LinkedIn et Twitter. Et il pouvait vous modéliser visuellement, grâce à cette API, l'ensemble de vos points de contact. D'accord? C'est son carnet d'adresse, mon version. Mais dans mon carnet d'adresse, je m'aperçois, souvent on le voit, mais un tel, il connaît un tel. Alors, je ne savais pas qu'ils se connaissaient. Bah oui, ils ont fait la même école, peut-être il y a très longtemps, un BTS ou UT, puis ils sont perdus de vue peut-être, je ne sais pas. Ou ils n'entretiennent pas la relation. On voit les interconnexions. D'accord? Et on voit aussi des points de concentration. Donc là, ça nous donne une lecture assez forte sur la densité de nos réseaux. D'accord? Les différentes grappes de réseaux auxquels on appartient. D'accord? Vous avez pu le voir sur celui-ci. Et malheureusement, j'ai eu un petit bug sur mon schéma. Donc ça, c'est mon collègue Charles à qui je rends hommage. Et Charles, lui, eh ben, il participe régulièrement au Web Summit, donc c'est sur la droite. Il a son réseau d'anciens de l'UT de Compiègne, etc. Donc également. Donc ça, c'est vraiment vos réseaux professionnels, vos réseaux d'anciens par rapport à votre cursus académique, ou bien le fait d'avoir passé 7, 8 ans, 10 ans dans une entreprise. On a aussi son réseau professionnel et de contacts, etc. On voit, entre guillemets, les différentes micro-communautés qu'on a dans notre réseau global. D'accord? Et notre capacité ensuite, aller chercher les points de contact dans ce réseau-là. Y a-t-il des questions? Parce qu'on pourra en parler pendant des heures. Ok, la théorie des graphes là-dessus, sociogramme, modélisation, il y a des choses assez géniales qui ont été mathématisées là-dessus, sur les densités, etc. Donc là, ce que je voudrais vous faire passer comme message, et on va le voir là, parce que je vais vous présenter un petit cadeau, fruit de quelques années quand même de travail, les 12 règles d'or du réseautage. Guillaume, il me reste 15 minutes, c'est ça? C'est bon, 15 minutes pour 12, je suis large. Et pour moi, il faut passer de networker à animateur. Très important ce que je vous dis là. 24 ans de réseautage. Donc, pareil, hein, toute la partie réseautage, l'espace networking à Go Entrepreneur, Salon d'entrepreneurs de Paris, j'ai initié il y a 14 ans, bientôt 15 ans. D'accord? C'est vraiment toute une technique de réseautage. Je l'ai fait au Salon de la micro-entreprise. J'ai créé les premiers speed dating, on va être entrepreneur en région parisienne, dans les premiers réseaux. Ce qui est évident aujourd'hui, mais à l'époque, ce n'était pas toujours évident. Et puis, c'était des cercles fermés. Donc, comment passer de networker à connecteur et de connecteur à animateur? D'accord? La version, entre guillemets, de base, c'est networker. Tout le monde veut networker, etc. Mais il y a quelques petites techniques, quelques petites pratiques. Il y a des gens qui réseautent déjà, qui vont dans des réseaux physiques, uniquement digital. Digital? Physique? Lesquels? Benny. On en parlera. Benny aussi? Vous êtes venu en bande, c'est ça? Non, sérieusement, vous êtes venu en bande. Les autres? Dans quel club? Dans quel réseau? Des réseaux normands. Mais vous avez le droit. Voilà. Et je ne ferai aucune blague de normand. Est-ce qu'il y a des réseaux? Oui, madame? CPME, oui, très bien. Bon, de toute façon, à la fin, je vous fais un petit florilège des différents réseaux et des différentes typologies. Là, pour moi, dans les 12 règles d'or, il y a la phase préparatoire. D'accord? Première règle, soyez ouvert d'esprit, écoutez votre interlocuteur pour mieux cerner ses besoins. On en parlait ce matin dans le BMC. Quand on crée une entreprise, c'est parce qu'on a qualifié un besoin. Si moi, je vais être la solution, je n'ai pas pris la peine d'écouter le problème. Il y a un problème. OK? On n'est pas là pour vendre. On est là pour identifier les besoins, les expertises, les attentes, les frustrations de son interlocuteur. Au même titre qu'on le ferait pour son propre client quand on analyse son persona. OK? Vous essayez de le cerner.
On n'est pas dans la manipulation, absolument pas. C'est juste dire, je prends le temps de l'écouter. C'est une qualité. Les gens n'écoutent plus. On a l'impression que c'est comme un combat au Far West. Le premier qui dégaine, d'accord, c'est lui qui a gagné. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. C'est une discussion, c'est un échange. D'accord? Le fait d'avoir été dans l'écoute, active, en hochant la tête, tous les signaux pour dire je t'écoute. T'es important pour moi, je t'écoute. À la fin, et vous faites quoi? C'est bon, il m'a tendu la perche, je peux y aller. Voilà. Et je rebondis sur ce qu'il m'a dit ou elle m'a dit. D'accord? On est dans un échange. D'accord? Qu'il soit porteur de projet, étudiant, etc. Ah ouais, il est étudiant. Étudiant quoi? 3e année de doctorat en sciences de la data, IA. Ok. Ben, je l'ai peut-être un peu jugé trop vite. Ok? Ne mettez aucune étiquette sur vos interlocuteurs pour avoir de très belles surprises. Okay. Quand vous voyez comment Mark Zuckerberg est fringué, on ne se dit pas qu'il est milliardaire. Soyez muni de carte de visite pour échanger vos coordonnées. Tout le monde a des cartes de visite? Oui, non? Je vais vous faire redoubler la masterclass, hein, je vous le dis. Donc encore une fois, n'essayez pas de vendre. Le réseautage est là pour développer des relations. On crée de la relation. On a envie de revoir la personne, on a envie de creuser, etc. la relation. On a envie de créer une vraie connexion avec cette personne et pas dans l'obligation, la nécessité de s'apporter du business tout de suite. Béni. Ensuite, pour moi, c'est le connecteur. La vraie qualité d'un réseauteur, c'est celui qui connecte. Pas celui qui collecte. Le networker, il est dans une logique, parfois, je collecte des cartes de visite. D'accord? Je suis content, j'ai passé une bonne soirée, bah, j'ai chopé 50 cartes de visite. T'en as fait quoi? Dans une boîte à chaussures. Ok? On est plus dans la quantité que dans la qualité. L'idée, c'est au contraire d'essayer de tisser des vraies relations professionnelles avec des gens que vous avez rencontrés dans différents univers. Et parce qu'on se côtoie depuis quelques mois, là, on arrive à trouver des pistes de collaboration et à s'apporter mutuellement. Mais de prime abord, comme ça, au premier contact, c'est pas évident. La prise de contact, se construire un réseau, c'est quoi? Présentez-vous de manière claire et synthétique. Le petit pitch. Vous avez fait votre petit pitch en bas, là? Vous avez été pitché à la Big Connection, là, à l'espace de réseautage? Je vous invite à aller vous documenter auprès du guide méthodologique du pitch. Nous avons sorti avec Guillaume Malvoisin il y a 2 ans sur le site de BP France Création. Mais blague à part, on vous a fait un vrai guide méthodologique. Et on vous a même préparé un petit script de pitch sur comment vous pitchez votre positionnement en tant qu'entrepreneur, le secteur sur lequel vous êtes, les thématiques sur lesquelles vous travaillez, les problématiques et comment vous apportez de la solution. D'accord? Donc, vous avez un petit script de pitch dans le guide méthodologique. Prenez des notes sur la carte de visite de votre interlocuteur. Très important. Prenez des cartes de visite avec son activité, secteur. Ça peut être conseil, mais conseil en quoi exactement? Vous allez creuser la question. Lieu de la rencontre, Big 2024. Ses projets, ses clients. Il m'a expliqué qu'il était plutôt en B2B, qui était extensionnel, qui travaille avec des directeurs de sécurité, etc., informatique, sur des questions de protection et de cybersécurité, etc., etc. Bref, il me parle plein de choses. Et la date de la rencontre. Moi, il m'arrive d'être recontacté par des gens que j'ai croisés 2 ans, 3 ans avant. Okay? Il faut arriver à recontextualiser. C'est très important. Donc, il faut vous codifier à chacun des contacts avec ces éléments mémotechniques, lieu et espace-temps. Et creuser un petit peu le sujet avec des petits hashtags et autres, des petites fiches. Au dos de la carte, posez-vous cette question fondamentale: comment vous pourriez aider votre interlocuteur dans ses projets? Pas comment lui ou comment vous pouvez lui vendre quelque chose. C'est comment vous pouvez être un contributeur. Comment vous pouvez créer de la valeur pour la personne en face de vous. Au même titre qu'on se la pose quand on travaille sur sa proposition de valeur. Comment je peux créer de la valeur pour mes clients? D'accord? Le client me fait gagner ma vie. Sauf que mes contacts réseau sont aussi importants que mes clients. Même si j'ai rien à leur vendre. J'ai rien à vous vendre. Hein. Mais vous êtes important pour moi. Codifiez la carte de votre interlocuteur à la fin de la prise de contact. Jour, semaine, mois. JSM. D'accord? L'animateur, on y reviendra juste après. La gestion des contacts, maintenant, c'est comment on entretient le réseau.
D'accord? On peut être dans une logique de cumulation, mais à un moment donné, comment moi, j'entretiens, j'anime mon réseau. Collecter 52 cartes de visite et faire 2 soirées networking par semaine, etc. Mais au final, on s'aperçoit qu'on n'a pas capitalisé sur les 100 cartes qu'on a récupérées. Peut-être que vous avez capitalisé ou travaillé sur 1% de ce potentiel. Vous n'avez pas pris le temps de les poser sur un tableau Excel ou sur LinkedIn avec des petites notes, des mises en relation. Lui, il m'a dit, dans 6 mois, on peut faire ci, on peut faire ça. J'ai un projet où je fais ci dans 3 mois, dans 3 semaines, tac, 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 tac. Ça, ce travail de codification, de cartographie, je ne l'ai pas fait. Je suis passé à autre chose. Ça prend du temps. Rangez les cartes de visite collectées et ordonnez-les par ordre de priorité. C'est simple, hein? Jour, semaine, mois. Okay, celui qui dit on se prend un café, etc. Oui, bah, on se prend un café. On sent qu'il y a quelque chose à faire. Il y a un sujet, il a 2-3 sujets. Il m'a dit que l'une de ses amies qui montait une boîte a besoin d'un graphiste comme moi, qu'elle est un peu paumée, qu'elle se dit tiens, c'est facile, je vais demander à ChatGPT, il va me le faire tout seul. Bon, sauf qu'elle veut vraiment quelque chose d'incarné, de personnalisé, etc. Donc elle se dit tiens, je ne vais pas faire l'impasse sur un graphiste de talent. Hop, je la rappelle, ou je le rappelle 2-3 jours après et on relance la donne. Remercier les interlocuteurs au plus tôt par mail ou via LinkedIn. Vous échangez avec quelqu'un, comme là, tout à l'heure après mes masterclass, les gens viennent me voir, on discute, etc. Une personne sur 10 pense à me faire le petit mémo derrière. Une personne sur 10 à peine. D'accord ? La personne qui dit merci, vous avez répondu à mes questions à l'issue, etc. Déjà moi, je me la remets plus dans la tête par rapport aux autres. C'est un système de filtre en entonnoir. D'accord ? Donc on va se souvenir des gens qui nous ont marqués, des gens qui ont une attention pour nous. La personne a juste dit merci. Okay, donc, et elle en a profité derrière pour dire à ce propos, moi je fais ça, 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 ça. Elle m'a introduit son domaine de compétence, d'expertise. Si vous avez besoin d'un intervenant dans votre école de commerce, etc., pour donner des cours sur ça, 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 pourquoi pas? Ok, très bien. Moi non, mais la semaine d'après, l'un de mes contacts me dit en fait, tu n'aurais pas un prof? Ah, évidemment. Ok. Donc, il faut qualifier chacun des interlocuteurs sur ce qu'il peut vous apporter, ce que vous pouvez lui apporter. Okay, on est là pour se nourrir mutuellement. Dans certains réseaux, les gens ils y vont en mode pique-assiette. Hein. C'est qu'est-ce que je peux gratter et pas qu'est-ce que je peux apporter. Donc si tout le monde va dans ce sens-là, d'accord, le réseau on y trouve ce qu'on y apporte. On y apporte de la bienveillance, on apporte de la richesse, on apporte de la volonté de faire grandir l'autre. Mais si l'autre, non, il dit moi, il faut que tu m'arroses pour que je grandisse, non. Arroser, que chacun arrose son jardin dans ce cas-là. Et dans ce cas, chacun pour sa gueule. Relancez les contacts au moment opportun. Il vous a dit 3 mois et vous le relancez 3 jours après. Non, j'ai dit 3 mois. J'ai dit là, en ce moment, je ne suis pas disponible. Dans 3 mois, je lance un nouveau projet. J'aurai besoin d'une compétence technique comme la vôtre. Okay, il faut arriver au bon moment. Hein. C'est une fenêtre d'opportunité. Hein. C'est une fenêtre ouverte à ce moment-là. Si vous arrivez trop tôt ou trop tard, si vous dites 3 mois, c'est que là. Peut-être à 2 mois et demi, vous le relancez. Peut-être que l'agenda a changé. Ce n'est pas grave. Mais en tout cas, on est dans la bonne temporalité. Et on est toujours projet collaboration. On essaye de collaborer. Encore une fois, ce n'est pas lui, je lui ai vendu. Lui, c'est l'acheteur, moi, c'est le vendeur. Donc, comme s'il y avait un rapport, entre guillemets, de pouvoir. Absolument pas. Moi, j'aurais besoin d'acheter ses prestations comme il peut acheter les miennes, quoi. Ce n'est pas le premier qui dégaine, encore une fois. Et partagez régulièrement de l'information avec vos interlocuteurs. Bah oui, il m'a dit qu'il, lui, il était sur les crèches. Et là, je viens de retrouver un article qui parlait de la réglementation, peut-être une nouvelle réglementation. Qu'est-ce que je fais? Je pense à lui, je lui fais suivre. Peut-être qu'il a lu l'article. D'accord? Mais au moins, il voit que je pense à lui. Juste à partager de l'information. À taguer quelqu'un sur un LinkedIn, sur un post. Tiens, ça peut intéresser Didier. Voilà, Didier, ça peut peut-être l'intéresser parce que, même si c'est un comique, voilà, pourquoi pas. D'accord? Donc, on va taguer juste. Et ça prend 3 secondes. Guillaume me le fait régulièrement à me taguer sur LinkedIn, sur des posts, etc., qui peuvent m'intéresser par rapport à mes sujets, etc. Et inversement. Mais ça vous prend 3 secondes. Je pense, je tag, je pense. Donc, derrière, c'est inconsciemment, vous avez relancé, vous avez renforcé le lien avec la personne. D'accord? Vous l'avez nourri. Et ça, on ne le fait pas forcément. On n'y pense pas. Après, j'ai eu le cas encore cette semaine sur 3 mises en relation. Des gens plutôt de mon réseau lien fort qui mettent en relation avec des amis à eux sur une problématique commune en disant ce serait bien que vous puissiez discuter entre vous parce que je pense que vous avez des choses à vous apporter, etc. Vous avez plein de choses à faire ensemble, je suis persuadé, etc. Bon, ok. Donc, par respect et intérêt avec mon ami, je organise un café et on voit. Voilà. Donc ça, c'est un autre... parce que ce matin, j'ai fait le Business Model Canvas.
le Lead Canvas, etc., tout l'ensemble des canvas de modélisation de projet, ben ça, c'est un outil que j'ai trouvé. Je vous remettrai les coordonnées, en tout cas, du fondateur de cet outil, où lui, il a modélisé la notion de communauté. C'est très important ce que je vous dis là. Communauté, ce n'est pas l'Instagrammeur, l'Instagrammeuse qui dit j'ai une communauté. Hein. D'accord? Parce que la communauté, elle ne fait vivre que, d'accord, celui qui est tout en haut. D'accord? Elle n'anime pas la communauté pour qu'ils s'enrichissent mutuellement. D'accord? C'est juste du descendant. Donc, le périmètre de mon réseau, parce que demain, on peut aussi se dire, je ne trouve pas de club qui me convienne. Je n'ai pas pillonné à droite à gauche, même en Normandie. Et je me dis, tiens, je ne trouve pas le truc. Eh bien, rien ne m'empêche de créer un club. D'accord? De formaliser un réseau, parce que j'ai plein de gens. Et je me dis, ces gens-là peuvent s'apporter mutuellement. Ça peut être de manière informelle. Hein. Tous les premiers jeudis du mois, on se retrouve à tel endroit, on se fait un apéro. Aussi simple que ça. D'accord? On négocie avec le bar, un petit after-work, un petit apéro, entrepreneur, de manière très informelle. Au début, vous êtes 10. Le mois d'après, vous êtes 20, 40, 50, 80. On dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Waouh! Et les gens, le soir, le lendemain, ils vous envoient un mail. C'était génial, hier soir, j'ai fait de belles rencontres, etc., etc. Continue de faire ce que tu fais. C'est moi l'animateur, c'est moi l'animatrice, là? Oui, je me retrouve dans un rôle de chef d'orchestre. D'accord? C'est ça. Au début, je consomme, je collecte. Ensuite, j'ai souci de connecter. Et après, je vais essayer de formaliser et d'accepter, d'endosser le rôle d'animateur. D'accord? Et je vais un peu plus loin que ça. D'accord? Et ne le faites pas seul. Ne le faites pas seul. Au début, on était 10. À la deuxième réunion, 20, 30. Et on s'aperçoit qu'il y a 3, 4, 5 réguliers. Très investis, etc. Qui sont dans le bon état d'esprit. Et on dit, mais ça ne vous dirait pas qu'on se fasse un petit groupe WhatsApp, etc., un petit book WhatsApp, et je voudrais vous impliquer dans l'animation. Je vous le dis pourquoi. J'étais à la Chambre de commerce de Paris, maintenant il y a prescription quand même. Le club, je l'avais tellement incarné que mes propres collègues avaient peur de reprendre après moi. Je l'ai animé pendant 6 ans, c'était mon bébé, c'était ma marque de fabrique. J'ai arrêté en septembre, c'était ma dernière réunion, après je suis parti dans les écoles. Octobre-novembre, les effectifs diminuaient par 2 à chaque fois en termes de participation. Au bout du 4e mois, ils l'ont arrêté. C'est comme si j'étais parti avec les clés. D'accord? Et je me dis, si le club n'a pas survécu, j'en suis le fautif. J'ai trop centré sur moi, j'ai pas assez partagé cette animation de manière coopérative. J'ai rendu dépendant de moi. Ça, c'est le danger. D'accord? Mais comme la nature a horreur du vide, 6 mois plus tard, toujours en école de commerce, en train d'enseigner, etc., parce que ça me passionne, mes anciens clients m'ont dit, Mathieu, on est orphelin. Fais quelque chose pour nous. Vous voulez que je fasse quoi? Je dis, moi, on veut monter un truc. Je dis, ok, et on veut que tu le fasses pour nous. Je dis, non, je ne fais pas pour vous. Je fais avec vous ce coup-ci. On remonte un truc, mais on monte une équipe. D'accord? Je viens vous apporter mon expérience, etc. Ça tombe bien, j'ai rien à vendre. Hein. Je suis passé de l'autre côté, prof, ingénierie pédagogique, j'ai rien à vendre. J'étais le seul qui ne vendait rien. 2 minutes. On accélère, ça tombe bien, on arrive. Donc voilà, un petit peu ça peut vous aider à modéliser le business model structurante du club formel ou informel que vous allez créer. D'accord? Ensuite, on lui donne un nom, l'identité, etc. Un process, mais c'est participatif. D'accord? L'une de mes amies, Émilie, qui a lancé Maison Mère dédiée aux femmes entrepreneurs qu'elle va accompagner, elle a lancé son programme. Elle a eu près de 400 demandes pour rentrer dans son programme. Je lui ai dit, ne laisse pas toutes ces femmes orphelines. Il faut que tu fasses quelque chose pour elles. Donc, elle va créer toute une communauté avec des sous-communautés par taille de 150 ou par petits groupes, des petites tribus, des petits villages de femmes virtuels sur WhatsApp. Et on va créer du lien pour être dans l'interpersonnel parce que quand c'est trop gros, d'accord, c'est trop distant. Rapidement, les communautés de BPI, parce qu'on est chez BPI quand même, le coq vert, ça, tout ça, ce sont des communautés. D'accord? Au sein de BPI, je donne l'exemple de BPI, les meneurs, c'est les startups orientées sport business, les accélérateurs avec différentes thématiques, etc. au sein de BPI. Le coq créa, c'est la création d'entreprise. La French Touch, c'est autour des industries culturelles et créatives. L'industrie 2.0 avec French Fab, etc. Okay, et Club Excellence, c'est des entreprises de croissance à plusieurs millions de chiffres d'affaires. Ça, c'était juste un petit clin d'œil des différentes communautés au sein de BPI
qui demain, en grandissant, vous pourrez aussi rejoindre et travailler en réseau. Mais je vous ai fait également celle-ci. Donc, par exemple, Pépite. Pépite France, ça fédère les étudiants entrepreneurs au niveau national. Et le MoveJ également, je vous ai mis des réseaux féminins, etc. Donc, ça montre un peu la typologie. Le Lions, qui est une forme aussi de club, de réseau, etc., où on peut aussi être amené à parler business. J'ai mis BNI pour Marc-William Mathieu, fondateur de BNI France, qui était dans mon premier club d'entrepreneurs dans le Val-de-Marne. Donc, je me devais de ce petit clin d'œil à BNI. Des passionnés de kitesurf qui se retrouvent sur la côte d'Essaouira à faire du kitesurf, en même temps parler business. Donc, voilà, on va allier une passion avec du business. Donc, voilà, il faut qu'il y en ait pour tous les goûts. Le CJD sont des jeunes dirigeants que j'adore, Réseau Entreprendre. Life for Good, des entrepreneurs plutôt orientés entrepreneuriat social. Et des entreprises de croissance avec l'IME, Croissance Plus, etc. Ou bien le réseau de votre ancienne école ou université aussi qu'on a tendance parfois à mobiliser, à solliciter. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le réseau. On me dit que c'est fini. Voilà. Je pourrais en parler des heures, je vous assure.